C'est parti pour Perfect Press de ce samedi 4 mars 2023. Le rendez-vous du récapitulatif de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un plateau consacré au débat entre journalistes. La semaine a été riche en actualité. On va nous attarder davantage autour de la visite d'Emmanuel Macron, président français, qui est arrivé à Kinshasa nuitamment ce vendredi 3 mars. Et ce samedi, il a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, en tête à tête. Et il s'en est suivi un point de presse conjoint. On va tenter de décrypter ce qui a été dit au cours de ces points de presse. L'actualité, c'est aussi le processus électoral. Denis Kadima a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a fait le point sur les déroulements des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs avec chiffres à l'appui. À ce jour, la CENI comptabilise déjà 51% d'enrôlés, 25 millions des personnes déjà enrôlées sur les 49 millions attendus. Est-ce que c'est des chiffres montés ou vous pensez que la CENI travaille correctement? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. Les professeurs des universités et des instituts supérieurs étaient en sit-in devant l'hôtel du gouvernement. Les professeurs revendiquent donc l'amélioration de leurs conditions de vie, chose qui n'est pas encore appliquée par le gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde. Sur ce plateau, je reçois deux journalistes, deux chevaliers de la plume. Le premier, Yves Bouya, on l'appelle affectueusement Yabou. Bienvenue. Bonjour Hervé Thomas. Comment allez-vous? Je vais bien et merci pour Le l'invitation. nihiliste. Ah non, 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 non. Je préfère rester congolais. Très bien. Sinon, votre séjour, ça a été? Ouais, ça a été, ça a tenu, on est là et nous sommes rentrés. C'était un séjour de quelques jours et je suis revenu sur Kinshasa pour poursuivre mon travail. Mais j'aimerais aussi évoquer un petit souci. C'est une situation aujourd'hui qui dérange l'ISIPA. Ok. Je vois ces jours-ci. J'avais lu votre tweet récemment. Oui, je vois ces jours-ci les militaires encercler les 4 différents sites de l'ISIPA. Ok. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de comprendre un peu ces vrais problèmes parce que j'ai été interpellé par quelques étudiants de l'ISIPA qui eux-mêmes sont d'ailleurs dépassés de voir des militaires cerner, soit contrôler leurs milliers universitaires, ce qui est pratiquement absurde parce que vous savez, les milieux universitaires, c'est plus contrôlé par la garde universitaire. Exactement. Nous qui avions étudié, on a toujours su que ça a toujours été ainsi. Mais aujourd'hui, quand vous faites quelques tours dans différents sites de l'USIPA, vous comprenez qu'il y a des militaires qui font la garde et tout comme ça. J'essaie de comprendre. Je fais aussi à l'ISIPA Matete. Oui, il y a l'ISIPA Matete, il y a l'ISIPA Itaga, il y a l'ISIPA, je pense, Prince de Liège, et il y a, je crois, sur Mouchi. Alors, il y a un vrai problème au sein de la famille. Lequel? Il y a un conflit de succession parce que les promoteurs n'étant plus, il y a son épouse qui est là, Madame Rifine Ouliyeye, qui aurait, d'après les membres de la famille, aurait confisqué la succession. Donc, elle s'est donné les luxes de se désigner comme liquidatrice, en s'est nommée une liquidatrice nommée que par elle, par sa famille, Ok. ses tantes, ses cousines, ses nièces et neveux, qui l'ont bombardée liquidatrice en lieu et place au détriment du vrai liquidateur, qui est M. Martin Ekanda fils, qui a été aussi choisi par la famille comme liquidateur et même intronisé sur le plan coutumier, Ok. comme liquidateur après les décès de M. Martin Martin Ekanda. Ils ont été au procès, je pense au tripé Ngalima. Madame Rufine Louyeye a été condamnée à 2 ans de servitude pénale assortie pour faux et usage de faux, pour faux et usage de faux, parce qu'elle avait tripatouillé certains documents, notamment la date sur les certificats de décès de son mari. Et elle n'aurait pas débloqué, je pense, d'après mes informations, 100 000 dollars qui avaient été demandés, exigés par le médecin pour l'évacuation de M. Martin Ekanda, pour une prise en charge appropriée via un avion médicalisé. Alors, elle a été condamnée au niveau du tribunal d'Engalima. Ils sont allés
La famille avait aussi également saisi les tripés, les TGI Gombe, là où siège M. Pero Bakenga, pour aussi trouver aussi gain de cause, notamment sur la reconnaissance de M. Martin Ekanda comme liquidateur. Et puis les séquestres, vous savez combien il y a un conflit de succession. Ils avaient suggéré qu'il puisse y avoir un séquestre, un officier de justice, un officier de justice qui puisse d'abord, en attendant, gérer les établissements ISIPA, en attendant qu'ils aillent au procès obtenir gain de cause. Jusque-là, rien n'a été fait. Au niveau des TGI Gombe, ça ne reconnaît pas les séquestres et les messieurs Martin Kanda comme les vrais liquidateurs. Donc c'est ça les vrais problèmes, c'est ce qui motive aujourd'hui les FRDC, l'armée qui se trouve aujourd'hui dans différents sites de l'université. C'est là où j'interpelle de l'université d'ISIPA. C'est là où j'interpelle ici M. Chiwewe, je pense, le chef d'état-major, qui puisse nous dire, parce que c'est lui qui chapeaute au fait l'armée avec ses branches, qu'il puisse nous dire, c'est lui qui aurait envoyé, mis des militaires là-bas, sur des différents sites de l'ISIPA, pour protéger ces sites et qui met en difficulté la famille qui n'a plus accès. Mais quand on pose la question à certains responsables de l'armée, ils nous disent que non, les FARD sont là parce qu'ils sont en train de récolter des fonds pour soutenir certains éléments des FARDC qui se trouveraient au front. Mais pourquoi ils ne sont pas déployés dans toutes les universités? C'est ça, pourquoi ils ne sont pas déployés, c'est mal, ils y pas. Moi, j'ai dit au général Chiwewe qu'il puisse un peu respecter l'armée, remettre de l'ordre. C'est un site universitaire. S'il y a conflit de succession, laissez à la limite la police. Très bien. En lieu et place de mettre l'armée, et ça n'augure pas, ça ne donne pas une très belle image de l'armée. Et madame dit plus chuter, elle dit en plus de cela, qu'elle aurait créé l'USIPA avec son mari, M. Martin Ekanda. Mais quand M. Martin Ekanda a créé l'USIPA en 1975, ils n'étaient pas encore mariés les deux. Ils n'étaient pas encore époux et épouse. Il a créé cette université seule. Elle dit non, je suis PDG. Mais PDG, vous avez un mandat, vous avez un poste comme coordonnatrice en charge du budget, avec un mandat renouvelable. Après une année, pour une année. Son mari est décédé, il n'a jamais renouvelé son mandat. Le mandat de Mme Riffin, lui, est en 2020. Ça n'a jamais été fait. Alors, au nom de quoi elle s'est dit PDG? Donc, il y a trop de forfaitures. Très bien. Je pense que, d'abord, que M. Chiwewe puisse, d'abord, pour l'image de l'armée, nous élaguer ces militaires là-bas, et puis par après, pour honorer la mémoire de M. Ekanda, je pense que ces conflits de succession doivent trouver des solutions au niveau interne dans la famille. Très bien. Merveille Baileng est notre deuxième invité. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Hervé Thomas. Je salue également mon ami et frère. Merci. J'aimerais commenter. Le Mikiliste. J'aimerais commenter également ce sujet. Vous savez, moi ça me fait mal parce que pas aujourd'hui, en tout cas, c'est la référence, j'ai bien dit c'est la référence dans la formation en informatique. Et l'ISIPA, normalement, en réalité, devrait devenir en fait un patrimoine national. Un patrimoine national. Et voir ce trouble ici, premièrement, ça risque de jouer sur l'image de l'ISIPA. Ça c'est de 1 et puis de 2. Ça risque en fait de décourager les parents qui aimeraient bien envoyer leurs enfants à cette université. Très bien. Et je pense que l'épouse du feu Martin Ekanda devrait privilégier la voie de la paix. Et surtout que le liquidateur, c'est le fils de... Le fils aîné, hein? Le fils aîné. Donc c'est et son biologique. Fils. Et biologique, donc c'est son fils. Mais comment elle a réussi à détourner le fils aîné de Martin Ekanda, qui est liquidateur principal, pour s'arroger Elle a tripatouillé des documents, certains documents. Et elle a été condamnée au niveau du tripé Ngalima pour ça. Plusieurs documents qu'elle a tripatouillés. Et c'est pour ça qu'elle a été condamnée. Même la décision de la justice souffre d'application. Oui, c'est pour ça qu'elle a été condamnée à 2 années de servitude pénale. Ok. Au niveau du tripé Ngalima. Donc bien. je disais que c'est son fils le liquidateur. Donc elle devrait en réalité se sentir à l'aise. La boutonnerie. Et c'est ce que nous constatons. Et c'est ce que je constatais aussi d'après les éclaircissements de mon estimé confrère Yves Bouya. Donc je pense que l'État devrait en réalité encadrer
encadrer cet établissement pour en fait une continuité parce que vous savez, l'ISIPA aujourd'hui compte beaucoup de diplômés. Si vous allez dans toutes les entreprises publiques, vous verrez les diplômés de l'ISIPA. Et donc, je pense que c'est quelque chose que l'État doit régler plutôt que d'envoyer les militaires. Normalement, ce n'est pas le rôle des militaires. Nous avons la police à la limite. S'il fallait faire ça, ben, il fallait dans ces cas dépêcher la police. Parce que dans les pays sérieux, les militaires ne sont pas si visibles comme on les voit ici. Comment dans un site universitaire, on peut placer les militaires? Généralement, il est même écrit que dans les sites universitaires, il est strictement interdit aux porteurs d'armes à feu d'y accéder. Et voir des militaires, je pense que ça fait très mal. Très bien. Puisqu'on parle de l'ISIPA, on reste toujours dans ce secteur de l'enseignement supérieur et universitaire pour évoquer le sit-in organisé ce vendredi par les professeurs des universités et instituts supérieurs, les professeurs qui sont roulés dans la farine un peu comme tous les autres Congolais. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie, ils ont grévé plusieurs fois, ils ont eu des promesses plusieurs fois du gouvernement, mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Alors, est-ce que c'est normal dans un pays qui se veut être sérieux que les professeurs arrivent jusqu'au point d'aller manifester dans la rue? Si ce n'est pas normal, moi-même là d'ailleurs qui vous parle, je suis scientifique, je suis enseignant à l'université et je ne peux que défendre et soutenir les professeurs parce que moi aussi je suis appelé demain à soutenir ma thèse et devenir professeur. Et vous savez, un professeur dans des pays sérieux, hein, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit être respecté, c'est quelqu'un qui doit être très bien payé pour qu'il ne s'occupe pas de la politique et autre chose, mais rien que de la recherche. Si vous allez en France, aux États-Unis, dans les pays, la plupart des pays développés, vous verrez que les professeurs, en tout cas, n'aiment pas souvent embrasser la carrière politique parce qu'ils sont bien payés, ils sont bien pris en charge, ils se concentrent à la recherche. Mais si vous venez chez nous ici au Congo, vous allez voir que c'est devenu à la mode. Ouais. Ils sont ministres, ils sont directeurs des cabinets, ils sont juristes. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Vous imaginez qu'un professeur d'université qui ne touche que $1000 américains ou $2000 dans le taux de la fonction, le taux de la fonction publique, ça veut dire que c'est moins de $2000. Ce professeur-là doit enseigner, il doit diriger les travaux des étudiants, il doit diriger les thèses EDA. Il doit mener ses propres recherches. Il doit nourrir sa famille, il a des enfants, il doit payer la maison, il doit acheter du carburant avec $2000. Ce n'est pas suffisant. Et pire encore, le gouvernement a fait des promesses et des promesses. Il y a les accords des Moody, accords des Bibois. En tout cas, c'est chaque année qu'on fait des promesses dont on ne réalise pas. Donc je pense que les professeurs ont le droit de les revendiquer. Et je pense que le gouvernement doit faire en sorte que les professeurs soient rétablis dans leurs droits. Et surtout qu'aujourd'hui, nous parlons d'un budget de 16 milliards. Alors que quand on avait un budget de 4 milliards, si je ne me trompe pas, en tout cas les professeurs étaient quand même payés régulièrement plus leurs prix. Mais aujourd'hui, avec un budget de 16 milliards, on n'est pas en mesure de payer les professeurs. Il y a des docteurs à thèse non mécanisés qu'on ne peut pas mécaniser parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des assistants et chefs de travaux qui ne sont pas encore payés depuis qu'ils ont été mécanisés. Donc la situation est extrêmement grave. Très bien. Les professeurs avaient reçu les promesses ou la promesse du gouvernement au mois d'octobre 2022. Le gouvernement avait promis aux professeurs d'accéder à leurs revendications, mais plus de 3 mois après, rien n'est fait. La question est celle de savoir, est-ce que les professeurs doivent-ils aussi exercer la pression sur les réseaux sociaux ou les médias, comme l'avait fait Martin Bakole pour obtenir gain de cause? Mais vous avez parlé des promesses. Nous sommes dans un pays des promesses. Même les remaniements du gouvernement est devenu une promesse. Même les remaniements du gouvernement est devenu une promesse. Depuis que le président de la République nous avait promis ces remaniements, voilà 3-4 mois. Nous sommes dans un pays des promesses. Même ce budget, c'est une promesse. Ça fait une année qu'on n'a pas un ministre d'économie.
Une année, on n'a pas un ministre d'économie. Des promesses. La loi sur la programmation militaire. Des promesses. L'Allemagne de l'Afrique. Des promesses. Même quand la sortie du gouvernement, le remaniement du gouvernement devient une promesse. Et tous nous sommes dans les statu quo. Rien ne marche. Parce que on a mis les pays dans une forme de pilotage automatique dont les promesses priment. Donc les pays est en pilotage automatique, on ne peut pas s'y attendre à grand chose. Quand on voit, il y a des grognes dans tous les secteurs de la vie nationale, au sein de la magistrature, chez les médecins, chez les professeurs, chez les juristes, n'en parlons même pas. Nous sommes des gens des quados, des gens des taux du jour. Donc nous sommes dans un marasme économique dont on ne peut plus aujourd'hui trouver même ne serait-ce qu'une simple appellation. On a vu aujourd'hui le président de la République en conférence de presse avec son homologue français, Emmanuel Macron, en train de dire que tous les efforts de développement ne peuvent plus avancer parce que tout l'argent du pays va au niveau de l'Est. Mais donc là, le pays ne va plus avancer. Ce n'est plus un État. Nous sommes en guerre ou pas pour que tout ce qui est soit programme, projet de développement lié au pays, toutes ces recettes, on ne peut plus avancer et évoluer parce que tous ces moyens doivent aller dans la partie est du pays. Donc on n'a plus donc tous les budgets élaborés ici, votés au niveau de l'Assemblée nationale, budget voté par des députés, tout ce qui a été fait comme répartition, programmation budgétaire, on ne peut pas les faire parce que l'argent ici, tout doit aller au niveau de l'Est. Donc ça veut dire que le pays est bloqué. Pourquoi on a ces budgets? On ne peut pas s'y attendre à grand chose dans ces pays. Ça m'étonne que les présidents de la République nous disent que le pays est bloqué. Le pays ne marche plus. Le pays ne fonctionne plus. Pourquoi on nous parle d'un budget de 16 milliards? Donc le président de la République nous dit tout ce que nous avons élaboré comme budget, voté au niveau de l'Assemblée nationale, tous ces efforts, toutes ces maximisations des recettes de la République sont maintenant expédiés dans la partie est du pays. C'est que les pays ne fonctionnent plus. Les pays ne marchent plus. Donc tous nos 16 milliards là, 16 milliards, encore que c'est encore imaginaire, hein? 16 milliards, 12 milliards, on ne sait pas si c'est combien. On ne sait pas. C'est dans les bouches des députés de l'Union sacrée, 16 milliards, 12 milliards, parce que sur les plans impact économique, on ne les sent pas. On ne les sent pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est dans la bouche de l'Union sacrée, de l'UDPS, du pouvoir Tchilé-Gelou. C'est 16 milliards, parce qu'on ne les sent pas. Donc moi, je suis écœuré de voir que le président de la République nous dit tout ce que nous avons construit en termes de maximisation des recettes, tout va dans l'Est. Et tout ce qui a été programmé en termes de loi de programmation budgétaire, on ne l'exécute pas. Tout, c'est maintenant l'Est. Donc c'est que les pays ne marchent pas. Très bien. Alors, d'où on voit des professeurs en toge devant les membres du gouvernement. Si les professeurs sont en grève, comme l'a dit Merveille Bailingé ici, c'est que c'est la science qui ne marche plus. C'est la science qui ne marche plus. Il faut alors fermer ces universités. Est-ce que les professeurs doivent faire aussi la pression sur les réseaux sociaux? Non, pas faire la pression. Il faut fermer. Servir aussi des médias. On n'a plus besoin. C'est qu'ils ont déjà fait. C'est qu'ils ont déjà fait devant la tête du gouvernement. Je veux aussi voir M. Nicolas Kazadi sortir cet argent en mode d'urgence. Il attend la pression sur les réseaux. Non, c'est ça que j'ai dit. On ne peut pas aujourd'hui botter en tout soit sacrifier l'image de nos professeurs. Des gens qui nous ont enseignés. Et on leur voit munis de leur toge devant l'auteur du gouvernement. Je veux aussi voir M. Nicolas Kazadi, l'argentier national, l'homme de la traçabilité, de la crédibilité, l'homme des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, l'homme qui aurait maximisé les recettes, qui sont aussi en mode d'urgence, même ne serait-ce que même 30 000, 50 000 dollars, comme vous l'avez fait avec Bakole. Parce que là, vous ne respectez pas un seul engagement. Alors, quand les professeurs sont sur les rues de Kinshasa,
devant l'hôtel du gouvernement, il faut fermer les universités. Il faut fermer ça. Ça ne sert à rien de donner des garanties et promesses comme gouvernement attitré aux professeurs que vous ne respectez pas. Que vous ne respectez pas, accord sur accord. On dit, mais pourquoi vous ne respectez pas? Oh, c'est la chaîne des dépenses. Pourquoi vous ne... Donc, ces pays ne fonctionnent qu'en mode d'urgence. C'est là où je dis, nous sommes en pilotage automatique alors. Très bien, on c'est va ce que je parler peux de dire. Macron. Donc, qu'on puisse, à la limite, fermer les universités, fermer ces instituts supérieurs, fermer les établissements publics qui enseignent à nos jeunes frères, à nos enfants, Mais à le nos pays va tantes. devenir quoi si on Mais décide de fermer parce les que- universités? Mais qui nous transmet cette matière? Ce sont les professeurs. Absolument. Quand ils sont mal payés, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on puisse affecter 100 000 $ aux professeurs, en lieu de donner 100 000 $ à un escroc de la République qui va nous livrer un combat qui n'a même pas eu lieu. On attendait aujourd'hui les 4 4. mars aujourd'hui. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Mais un escroc comme ça, on lui donne un 100 000 $ avec un journaliste infirmier, ils prennent 100 000 $ pour escroquer la République. Et les professeurs qui sont là, des minutes et tout, là, les modes d'urgence ne s'appliquent pas. Yves Bouya le pertinent. Vous savez, moi j'ai très mal au cœur lorsque j'entends le président de la République dire que voilà, tout ce qui est mobilisé comme recette est C'est orienté à l'Est. Orienté à l'Est. Écoutez, ça c'est très grave, vous le dites devant votre homologue. C'est que les pays, la République n'existait plus. N'existait plus. Écoutez, le Nigeria, Ça n'existait plus. c'est la première économie africaine. Est-ce que vous savez qu'au Nigeria, il y a les Ils font face au Boko Haram. terrorisme, les Boko Haram et tout là-bas. Mais le Nigeria aujourd'hui, c'est le modèle économique, la première économie. Le Nigeria organise les élections. J'ai même vu le président. Ils ont un nouveau président. Un nouveau président qui dansait, qui était content de son élection. Ça veut dire qu'au Nigeria, ils organisent les élections régulièrement. Mais ici, on nous dit que tout est envoyé à l'Est. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Même le Cameroun, j'ai bien dit même le Cameroun où nous avons un président fondateur, hein, et qui est presque invisible, mais il existe. 41 ans au pouvoir. 41 ans au pouvoir où il y a la guerre, malgré que les élections sont organisées à dessein, mais il y a quand même les élections. Même dans des pays où il y a de la dictature, comme le Rwanda et autres, vous verrez qu'on organise quand même les élections, même s'il y a tricherie. Mais chez nous, ici, vous allez constater qu'il y a des manœuvres tendant à glisser. On vous dit que voilà, rien ne peut plus bouger parce que l'insécurité reste envoyé à d'hypothéquer l'Est. le processus électoral. Pendant ce temps, nous ne gagnons aucune bataille là-bas à l'Est. L'ennemi ne fait que gagner du terrain, prendre des territoires en territoire. Bunagana, depuis que Bunagana a été occupé, assiégé par les forces rebelles, jusqu'à aujourd'hui, Très bien. Bunagana n'est plus en notre possession. Mais malgré cela, on n'en parle plus, ce n'est plus vraiment d'actualité. Ils nous ont embobinés, ils ont poussé aux journalistes, ils ont poussé le journaliste de ne plus en parler, ils ont cherché à culpabiliser le journaliste. Si vous osez critiquer, on vous dit que voilà, vous n'êtes pas un patriote et que vous êtes en train de faire les jeux de l'ennemi. Les jeux de l'ennemi, de livrer les secrets de défense. Alors qu'avec ces gens-là, il faut critiquer, il faut dénoncer. Aujourd'hui, le coupable, c'est le gouvernement central. Aujourd'hui, le coupable, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Daniel Shekomba vous a répondu sur cette question que tous les problèmes du Congo, c'est Sama Lukonde qui est Premier ministre et non Félix Tshisekedi. Non, écoutez. C'est Sama Lukonde qui est redevable et plutôt responsable de l'action gouvernementale au Parlement et non le président de la République. Donc s'il faut tirer, tirons sur Sama Lukonde. Mais écoutez, la guerre à l'Est, en tout cas moi je sais que lorsqu'on est dans les cas de défense, de la diplomatie, hein, très bien, ce sont des domaines de collaboration avec le président de la République, parce qu'en réalité c'est lui le commandant suprême. Ça veut dire que c'est lui qui prend les dernières décisions lorsque les cas sont extrêmement graves. Et aujourd'hui, à l'Est, c'est une catastrophe. Macron est là. Ils se sont arrangés pour que Macron arrive à 23h et qu'il reparte à 23h. Tout ça parce qu'ils ont compris que la population n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Très bien. Yves Bouya,
Macron est arrivé à Kinshasa sur fond des tensions. Vous avez vu, bien avant son arrivée même, des manifestations, des mouvements citoyens devant l'ambassade du Rwanda. Macron n'était pas le bienvenu et finalement, on a décidé que Macron puisse arriver nuitamment. Il a été reçu en tête à tête par le chef de l'État. D'une manière globale, vous faites quelle lecture du passage de Macron à Kinshasa? D'abord, j'aimerais un peu revenir sur la petite parenthèse sur Daniel, M. Daniel Shekomba. Ce n'est pas des personnes à suivre, les Daniel Shekomba. Il n'a pas de position, M. Daniel Shekomba. C'est des personnes versatiles. Tantôt, il a été avec Fayoulou. Tantôt, il a critiqué Tshisekedi. Tantôt, il râlait Tshisekedi. Ce n'est pas des candidats président. On ne l'a jamais vu. Il est venu candidat président. Il était où, on ne sait pas. Il était dans le monde des réseaux de la télécommunication. Il vient, il donne $100. Un budget de 500 millions. Et puis il disparaît. On le voit que sur Twitter, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est, ce monsieur. On ne sait pas, mais qu'est-ce qu'il est, monsieur Daniel Shekomba. Qui est-il, on ne sait pas. On ne sait pas les situer. Il est acteur politique, c'est un coopérant, c'est un commerçant. On ne sait pas les situer. Qui est-il? C'est un acteur politique. Il habite où? On ne sait pas. Il est dans quel pays? On ne sait pas. Il vit, on ne sait pas. C'est quoi son fief? C'est quoi son fief? On ne sait pas. On ne connaît pas cette personne. Comment est-ce qu'on peut... Maintenant, là, je le vois, il fait la gloire de Tshisekedi. Mais des gens comme ça, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent. Monsieur Delay, il a été candidat président. Il a battu une campagne, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais des gens comme ça, c'est des gens qui sont... C'est des laptopeurs, en fait. Hein. Les laptopeurs. Macron. Alors, quand il dit... Mais tous les conseils des ministres. Non, les responsabilités incombent au premier. Oui, c'est lui qui en répond devant les parlements. Il gère, c'est le chef du gouvernement. C'est lui qui gère au côté du gouvernement. Mais tous ces conseils des ministres qui se font là chaque vendredi. Qui préside? Qui préside ça? Ils disent même quoi? C'est M. Tshisekedi. Et c'est M. Tshisekedi, président de la République, qui a initié ces conseils des ministres. Chaque vendredi. C'est lui. C'est son président de la République d'en faire chaque fois l'évaluation. Pour dire que j'ai instruit ici, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas fait? S'il y a laxisme, il ne faut pas chercher les responsabilités. C'est ce que Macron nous dit ici. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Alors, soit à la limite, qu'on ne puisse plus avoir ces conseils des ministres. Qu'on arrête avec ces conseils des ministres. Parce que chaque vendredi, on voit tous ces ministres ici. Tous nos ministres ici. Hein? Conseil des ministres avec le laptop conseil. Conseil des ministres, ils sont assis là comme ça. Et ce qu'ils disent, on ne connaît pas. Ce qu'ils disent, on ne connaît pas. Ce qu'ils prennent comme décision, on ne sait pas. Ces décisions sont-elles exécutées? On ne sait pas. Alors, arrêtons avec ces conseils des ministres. Très bien, qui n'apportent rien. Parce que depuis que ces conseils des ministres ont existé, mon cher, en termes, je parle aujourd'hui de l'impact visible. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. On voit que les ministres assis, et puis avec un compte rendu à la RTNC, on leur envoie dans leur laptop, assis qu'on de regarder. Qu'est-ce qu'ils disent? On ne sait pas. Alors, si ces conseils des ministres se tiennent sous les orientations du président de la République, je pense que si ça n'apporte rien en termes d'évolution significative pour l'intérêt de la population, qu'on puisse s'arrêter avec. Parce que ça n'apporte rien, parce que le vrai responsable en tout cela, c'est le président de la République, parce que c'est lui qui initie et contrôle tout. Tout est sous son leadership et tout est sous sa vision. Et quand ça n'apporte pas, qu'on laisse chaque vendredi les ministres s'occuper de leur ministère, de leur portefeuille. Sur la visite de Macron à Kinshasa. C'est simple. D'abord, c'est un échec diplomatique. Alors, comment ça? Échec diplomatique, Merveille l'a dit. Macron est arrivé ici sous les pointes des pieds. Il est arrivé à 23h. Et puis il va repartir demain à 5h. Donc il repart demain à 0h50. À 0h50. Aujourd'hui même. Donc aujourd'hui même. J'ai vu Augustin Kabou en train de dire l'UDPS, mobilisez-vous et tout. J'ai vu dans l'Union Sacrée Fissure, maintenant dit on ne va pas mobiliser. Augustin Kabou s'est retrouvé seul à l'aéroport de Njil avec quelques militaires de l'UDPS. Échec diplomatique, moi je ne voulais pas voir Macron arriver en dernier dans son périple africain au Congo, non. À l'idée où nous sommes les premiers pays francophones au monde. Le Congo-Brazzaville n'est pas le premier pays francophone au monde. Encore moins l'Angola, encore moins le Gabon. L'objectif primordial 0-0 des Macron devait être le Congo. Nous donnons notre respect de ces premiers pays francophones
au monde et même dans l'Afrique subsaharienne. Non, mais il y avait d'abord ces sommets sur les forêts tropicales. Ça ne représente rien ces sommets pour nous, parce que nous aujourd'hui, si on quittait l'OIF, ça va impacter dans l'organisation. Et quand il vient ici, Macron vient ici, entre autres, il faut comprendre qu'il y a aussi ces dossiers de l'OIF. Là, pas de l'OIF. Il dit c'est une force pour vous et une chance pour le Congo, vu sa démographie. Il reconnaît ça, Macron. Mais il vient, il prend son vol, il va dans les forêts. Au Gabon. Il va, je crois, c'est Sassou. Il va à Luanda. Et puis par après, il revient chez nous ici. Nuitama. Il devait donc commencer par chez nous parce qu'il sait que non, nous sommes un partenaire privilégié pour la France. En termes de coopératif. Dans l'organisation de la francophonie. Un poste que nous devons même récupérer vis-à-vis du Rwanda. C'est un épouvantail politique de taille que nous avons pour aujourd'hui imposer un rapport de force. On devait venir ici parce que nous représentons des intérêts énormes. Il devait venir, commencer par le Congo et puis par après. Il vient chez nous en dernier. C'est un manque de respect vis-à-vis de nous. Il devait commencer par nous. Il vient, il se rend vers le président de la République. Il discute. Coopération, corridor humanitaire, 34 millions. Je vois ici. Mais quand on donne cet argent, on ne voit pas ça. Même ça passe dans des coopératives, dans des projets bancables, mais on ne les voit pas. Il vient ici, c'est qu'il dit. Il nous donne une leçon magistrale de ce qui est un État-pays, un État-nation. Ne cherchons pas les responsables ailleurs. On ne peut pas chercher les responsables ailleurs. J'ai toujours dit, le problème du... Moi, tu sais que Macron a dit. Donc, de nous organiser. Tout ce que Macron a dit, c'est tout ce que moi, les merveilles, nous disons tous les jours. Nous disons tous les jours. Les problèmes du Congo, c'est nous d'abord. Nous devons nous organiser. Nous, tout ce que Macron a dit là, moi, ce n'est pas une parole d'évangile. Je ne peux pas acclamer ça. Nous, on a toujours ça dit, toujours dit ça tous les jours. Le système d'autodéfense passe par quoi? Par une armée souveraine. Les systèmes sécuritaires. Les renseignements. Et ils ont même dit depuis 1994, qu'est-ce que vous, Congo, vous avez fait pour ça? L'armée, on a fait quoi avec? Déjà récolté. Oh, Macron, assassin. Oui, Macron, assassin. Macron, attends, j'ai fini. Macron, ami du Rwanda, oui. Mais nous, dans l'entretemps. Depuis 94. Depuis 94. Une réforme sécuritaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Et on veut donner cette leçon comme ça, boum, une gifle comme ça, chez nous. Il peut dire, je vais utiliser des termes crus. Excusez-moi, cher président, monsieur le président, je serai cru. Parce que c'est un Macron qui est acculé. Il dit c'est une dénonciation, oui. Mais on va faire quoi? Il est acculé, il dit non. Il faut qu'on partage les responsabilités. Les responsabilités de la France se situent à quel niveau? Les responsabilités de la sous-région se situent à quel niveau? Les responsabilités du Congo se situent à quel niveau? Il faut que c'est des responsabilités partagées. On ne doit pas tous porter ces fardeaux. C'est là où je dis encore les problèmes du Congo. Tout le Karobabou qui est tout le toujours. Les Rwandais. Les problèmes du Congo, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a fait du pays depuis? Qu'est-ce qu'on a fait de l'armée? Qu'est-ce qu'on a fait de nos populations? Qu'est-ce qu'on a fait de notre souveraineté? Et c'est là où maintenant on va engager un vrai débat. Au lieu de chercher encore des boucs émissaires. Arrivée de Macron à Kinshasa, victoire diplomatique ou douche froide pour le président de la République? Écoutez, l'UDPS, l'Union sacrée, pensait que Macron venait légitimer davantage le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors que ce n'était qu'un rêve. Vous avez entendu Macron. Moi, j'étais en partie content du discours de Macron parce que Macron l'a démontré que le salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de nous-mêmes Congolais. Yves Bouya l'a dit, nous sur le plateau de Télé 5. Plusieurs fois, nous le disons tous les jours. Nous le disons. Quand on le dit, vous êtes des haineux, vous êtes président de la République. Macron vous a rappelé ça. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. C'est vrai que la France, les Occidentaux ont une part de responsabilité. Exactement. Lui-même aussi l'a dit. Il a dit que ne me donnez pas ces fardeaux. Nous allons faire un effort de traiter
le Rwanda comme la Russie. Il le dit et il a salué la prise de position de la RDC vis-à-vis de la Russie lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il a dit que voilà, la France, l'Europe, les Américains vont faire en sorte que le Rwanda soit aussi sanctionné comme la Russie. C'est bien beau, il l'a dit, mais cela doit se concrétiser. Ça peut être un discours politique. Mais le plus important dans tout ça, c'est ce qu'il a dit, que le salut ne viendra pas de la France. Il faut vous organiser vous-même. Et là, il a raison parce que nous l'avons toujours dit. Et moi, ça me fait mal lorsque je vois notre président plaintif à tout moment, lorsque notre président se permet même de dire que tout va à l'Est, tout ce qu'on mobilise va à l'Est, alors que nous ne voyons pas des résultats. Depuis qu'on avait décrété l'état de siège, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, si les rebelles n'ont pas encore pris Goma, c'est peut-être par pitié. C'est peut-être par pitié, ils se disent, bon, laissons-le quand même Goma. Parce que maintenant, là, sur le terrain, notre armée n'est plus vraiment motivée. Parce que l'argent qui est destiné à la ration et autres des militaires est détourné. Mais moi, ça m'étonne que notre président dise que tout va là-bas à l'Est. Donc, ça veut dire qu'en réalité, notre président ne fait pas ce qu'on appelle le suivi. Et là, vous allez me dire que la faute incombe à Sama Lukonde. Non, parce que je bien sûr, parce que le président avait décrié par le passé l'absence de coordination et de pilotage des projets. Que dans un régime semi-présidentiel, la diplomatie et l'armée sont des domaines de collaboration. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris à l'université. Ce sont des domaines de collaboration. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le commandant suprême. Il préside même les réunions de sécurité. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alors, lorsque le commandant suprême ne doit pas être responsable de ce qui s'est fait au niveau de l'Est, ça veut dire tout simplement que la personne qui le dit ne maîtrise pas le fonctionnement des systèmes politiques. Apparemment, je comprends, ce n'est pas un politologue, ou c'est peut-être quelqu'un qui est habitué au commerce, comme Yves l'a dit, il était dans les télécommunications et tout, ce sont des commerçants. Revenez sur Macron. Non, je suis en train de... Laissez ce combat tranquille. Écoutez, vous savez, ce que nous vivons est très sérieux. Si Macron est venu ici, c'est parce que Macron avait constaté que la France commence à perdre le contrôle de la RDC. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique, mais surtout de la RDC, parce que vous savez, au niveau de l'Afrique, le premier partenaire de la France, le pays stratégique, devrait, je n'ai pas dit mais devrait être la RDC. Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. En fait, Macron savait que ces gens-là, ce sont des ignorants, ce sont des naïfs. Même si nous privilégions les autres pays, ils ne vont pas parler, ils ne vont rien faire. Mais lorsque Macron a constaté que la population s'est soulevée pour dénoncer, Macron a eu peur. Macron a décidé de venir ici. Notre président devrait capitaliser cela. Mais j'ai comme l'impression que nous ne capitalisons pas cela. D'abord, on fait venir Macron à 23h. Il va rentrer à minuit. Macron, en réalité, s'il voulait réellement raffermir les relations avec la RDC, il fallait qu'il vienne la journée. Il fallait qu'il vienne la journner. Venir la nuit. Ça change quoi? Écoutez, venir la nuit, cela prouve déjà que Macron, premièrement, a compris que, en fait, la France rend un mauvais service à la RDC. Ça, c'est un. Et puis de deux, notre président de la République devrait, comme a dit Yves Bouya, en fait, essayer de discuter tout au préalable avec Macron. Et l'arrivée du président Macron ici, et même faire en sorte que lors de la conférence de presse traditionnelle qu'on a vue ici, que la France, je vais me permettre de dire ces mots, sorte des bombes
Ça veut dire que la France pointe du doigt le Rwanda de manière claire. J'ai vu que la France a joué un tout petit peu à la diplomatie parce que la France, apparemment, a encore besoin du Rwanda. La France n'a pas été vraiment directe vis-à-vis du Rwanda. Alors, il fallait que le président de la République mette Emmanuel Macron devant un fait accompli. Apparemment, le président de la République cherche à caresser Macron dans le sens du poil. Vous savez pourquoi? Parce que dans les calculs de l'Union sacrée, dans les calculs de l'UDPS, Macron devrait venir en fait légitimer leur démarche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça, c'est en fait une analyse d'un observateur averti. Macron doit venir en fait crédibiliser tout ce que fait le président Félix Tshisekedi, tout ce que fait l'Union sacrée. Et au cas où il y aurait glissement, cela soit accepté par la France. Il n'est pas la première personnalité à visiter la RDC. Avant lui, le roi belge est passé par ici, le pape est passé par ici. Écoutez, plusieurs chefs d'État ont défilé Macron, ici. Au niveau, sur le plan international, sur le plan de la géopolitique, ce n'est pas n'importe qui. Lorsque vous voyez Macron, il faut voir les États-Unis d'Amérique, parce que la France et l'Amérique travaillent ensemble. Et aujourd'hui, en fait, il suffit que Macron puisse accompagner Félix dans sa démarche. Ça va donner du kilo à Félix Tshisekedi, parce que la démarche, c'est quoi, je vous l'ai dit, c'est de glisser. Et on sait que s'il y a glissement, l'opposition va réclamer la transition sans Félix Tshisekedi, comme lui l'a réclamé avec Joseph Kabila. Non, Fathi, c'est un démocrate. C'est un démocrate. C'est quelqu'un qui respecte les textes, il ne s'inscrit pas dans la logique mais avec ce que nous voyons du ici, glissement. Avec ce que nous voyons ici. Est-ce que vous avez vu les dernières images? Moi, j'ai vu quelqu'un enrôler les gens à la maison. Très bien. Est-ce que vous l'avez vu? On a vu les vidéos où les députés de l'Union sacrée roulaient avec les Denis dit que c'était faux. Les cartes d'électeurs, s'il vous plaît. Les cartes d'électeurs et les fiches d'identification. La CENI a démenti cela. Il y a une équipe de la CENI qui a été déployée sur terrain et cette équipe est allée jusqu'au fin fond des villages. Rien n'a été retrouvé. Et c'est que nous avons vu, l'accident qui s'est produit sur la nationale numéro 1. Mais le président de la CENI a dit que c'est faux, tout ça. Non, mais les images disent quoi? Les images disent quoi? On a vu, et même la population posait la question, est-ce que bateau, bateau CENI, bateau agent CENI? Tu as vu les images? Écoutez, ça c'est moquer des Congolais. J'ai même vu le président de la CENI minimiser le fait que on va en parler. Les agents, je ne sais pas si ce sont les agents de la CENI ou qui enrôlaient les gens à la maison, ils minimisent ça. Écoutez, mais c'est extrêmement grave. Très bien. Yves Bouya, après le pape François qui a martelé sur la tenue des élections inclusives, je vois également Emmanuel Macron revenir sur l'organisation des élections. Qu'est-ce qui se trame derrière cette insistance sur la tenue des élections? Non, mais d'abord Macron veut des élections. Pas Macron. L'Union européenne, les pays significatifs de l'Union européenne, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, aujourd'hui veulent des élections crédibles pour le Congo. Vous avez vu Macron vous parler des observateurs de l'Union européenne, la société civile, la CENI et tout consort. Donc si nous allons dans ces schémas d'observateurs, ça mettra même Kadima en difficulté, qui n'aura plus le monopole de publier les résultats. S'il publie les résultats avec l'atome d'observateurs que nous aurons ici, je pense que ça sera difficile pour lui parce que les résultats doivent être confrontés. C'est pour ça qu'il dit que non, on veut des élections crédibles, transparentes, ouvertes à tout le monde, avec des observateurs qui seront accrédités pour accompagner et couvrir ces élections. Macron nous a parlé nous a donné un bel exemple de démocratie. Quand il vous a parlé, vous avez vu le président de la République, vous tentez vouloir répondre à la journaliste française là sur les compromis à l'africaine. Oui, je ne sais pas pourquoi le président de la République a tiré une petite sainte colère là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça dérange toujours le président de la République. Et Macron enfermera rapidement la parenthèse. Non, il a dit ça. Il se dit que non, ce n'est pas la position de la France. C'est une position du journaliste s'est posée. Mais quand ils ont engagé des débats sur la France, ils ont parlé que non, de Les Drians. Mais vous voyez un peu ce jeu de ping-pong. François aussi, Macron aussi a dit non. Dans les propos de Les Drians, ces propos n'étaient pas à caractère méprisant. Tu vois, c'était des propos à caractère qui donnaient une position
de la France compte tenu des élections qui s'étaient déroulées ici chez nous. Donc vous voyez pour cet exemple de la démocratie sur l'évolution de la presse, comment la presse doit évoluer. Ça doit être une presse indépendante. Et juste indépendante, c'est des leviers qui prouvent en suffisance que c'est un pays qui s'est rangé dans une perspective d'un pays dit réellement démocratique. Le problème ici du M23, j'ai vu Macron nous parler que non, on aura un cessez-le-feu d'ici mardi le 7. Et qui lui a donné des garanties, je pense, La Joao. présidence angolaise Oui, avec les déplacements du M23. J'ai vu maintenant Tshisekedi répondre à notre position. J'ai vu Tshisekedi dubitatif. On lui disait que non, il ne faut pas croire dans Kouagame. Allez assez. Tshisekedi, non, vous avez vu le président de la République, non, il a mené le terme de dire que je suis dubitatif. Et aujourd'hui, il s'est retourné vers la SADC. Oui, maintenant tu vois maintenant l'ambiguïté. Il dit, je suis dubitatif, je sais que c'est ça parce que je connais l'état d'esprit, les esprits de nos agresseurs. Mais quand on dit au président de la République, sois dubitatif, il ne faut pas croire à ces gens-là. Ne crois pas à Kagame, non, il ne faut pas croire à ces personnes-là. Non, c'est des alliés, Kagame c'est mon ami, c'est un frère et tout qu'on sort, mon frère est ami. C'est des relations basées sur l'hypocrisie. Macron vous a dit ici, il y a plusieurs puissances étrangères, extérieures. Bien que le Rwanda opère à visage découvert. Mais il y a des pays aujourd'hui qui sont là, qui travaillent contre le Congo, plusieurs même. Macron nous a expliqué notre pays, la maîtrise qu'il a affichée du Congo. Il y a même des Congolais parmi les M23, dans les M23. Et c'est faux. Cette maîtrise du Congo de Macron, moi, si tu es un président français, un président de la République comme Macron, tu dois t'en réjouir. Moi, sincèrement, tu dois t'en réjouir. L'expérience électorale, nous connaissons les contextes électoraux. De 2018. De 2018. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Ça insinue quoi? Non, ça insinue que non, c'est la vraie raison. Donc, Macron a donné raison à M. Corneille Nangaa. Macron a donné raison à Augustin Kabouya. Alors, comment ça? Qui avait dit Kabila Vandi, tu as pu ses pouvoirs dans l'IDPS. La vérité, on la maquille jamais. Ok. Donc, tout ce que nous disions là, que la victoire était à Martin Fayoulou. C'est lui qui avait gagné les élections. Bon, ces victoires, c'était le peuple. Mais c'était une vérité cachée qu'on ne voulait pas mettre exposée sur la place publique. Maintenant, Macron vient nous dire, nous connaissons le contexte électoral. Nous connaissons, ça dit beaucoup en diplomatie. Nous connaissons ce qui s'est passé. Et puis, même, c'était pas un mécanisme spontané. Ça dit beaucoup. C'était pas un mécanisme spontané. C'était préparé. C'était préparé parce que la France y avait joué un rôle. Ça, il rappelle son président de la République, cette alternance-là. C'était pas spontané, c'était pas venu comme ça. C'était préparé. C'était des mots vraiment qu'on utilise en diplomatie. C'était préparé. Mais là où j'étais d'accord avec le président de la République, c'est quand il a maintenant compris qu'elle a prononcé les mots dubitatifs. Il a maintenant compris que le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays nilotiques-là de l'AEC ne vont rien nous apporter, il faut trouver des solutions. Maintenant, on va vers la SADC. On avait rejeté la SADC. Tu sais qu'il arrive comme président de la République. On vient, la SADC qui était son partenaire privilégié et tout consort, on rejette la SADC, on tourne vers le Rwanda. Pourtant, il est lui-même président de la SADC, je crois. Oui, il est président de la SADC. On en est parce que on pensait que la SADC, c'est des amis de Kabila. C'est des potes à Kabila. La Tanzanie, Namibie, Angola, l'Afrique du Sud, c'est des amis au Kabila. Donc ça va, moi je tourne les deux la SADC, je vais maintenant vers le Rwanda avec l'EAC, avec une formulation pour dire non, je dois entrer dedans. Et on nous rapporte des troupes étrangères ici. Maintenant avec l'EAC, on comprend que ça ne marche pas. On veut encore aller vers la SADC. Et là la SADC maintenant, c'est des pays sérieux. Ils observent, ils voient, oh. Mais nous, la SADC, on a joué un grand rôle, même pour l'alternance. Les pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, ils ont joué un grand rôle. Même en termes de l'accord politique. Ces deux pays significatifs ont joué un grand rôle. Maintenant, vous avez pris des engagements avec eux. Et sont témoins. Et puis après, au lieu de ces engagements-là, même en termes de coopération militaire, accord politique, vous avez laissé la SADC
vous partez vers le Rwanda. Voyez-vous la SADC accepter facilement La SADC observe. Je vous parle de l'AIC aujourd'hui. L'AIC est composé par le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, Namibie, je pense le Soudan du Sud, qui sont dedans. Mais dedans, présentement, les informations que j'ai, les Kenyans aussi. Les Kenyans aujourd'hui est là que pour des régions commerciales, économiques. La Tanzanie aujourd'hui rallie la position de la SADC, qui est dubitative avec les régimes d'aujourd'hui. Ne veut pas aller au front. Le Sud-Soudan aujourd'hui qui est en crise ne veut pas, non pas un système d'autonomie financière. Il ne peut pas envoyer des militaires aujourd'hui sur le terrain et puis après qui puissent prendre en charge. Le Burundi a envoyé ses troupes, je crois, aujourd'hui. Le Burundi et le Rwanda acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous-traités par ces puissances étrangères. Et ils ont une autonomie financière. Ils peuvent toujours, via les groupes armés, s'autofinancer pour mener une guerre. Mais certains pays refusent. Donc nous sommes, mon cher, comme Kagame qui nous a dit, pas merveille, Macron nous a dit, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de beaucoup trop de choses pour notre pays. En termes de gouvernance, en termes de sécurité, en termes de renseignement, en termes de souveraineté. L'administration, c'est nous-mêmes. Pour chuter, nous sommes dans une maison. Toi, papa, tu n'arrives pas à engrosser ton épouse. Tes enfants meurent de faim. Ton voisin vient engrosser ta femme. Prends en charge tes enfants. Nourris tes enfants, scolarise tes enfants. Et tu sais que c'est ton voisin qui a engrossé ta femme. Tu es là, tu souris. Et tu dis, ah, là, c'est plus moi. C'est le voisin. Mais ta maison est partie. Ton honneur est parti. Ta crédibilité est partie. Très bien. Et malheureusement, c'est le Congo d'aujourd'hui. Merveille Bailenge, le retrait du M23 annoncé pour ce mardi 7 mars. Entre-temps, Lambert Mende nous révèle qu'au niveau du Rwanda, Kagame est en train de préparer un référendum pour décider, par rapport au territoire conquis par le M23, décider de l'annexion de ces territoires au niveau du Rwanda. Est-ce qu'on doit encore faire confiance à toutes ces organisations dans lesquelles la RDC se trouve? Ça a toujours été le plan du Rwanda. Je vous ai expliqué dernièrement, si j'ai bonne mémoire, qu'aujourd'hui, la population rwandaise a été multipliée par 2. Le Rwanda n'a plus de territoire parce que le Rwanda doit conserver quelques territoires vides pour l'agriculture. Parce que vous savez, le Rwanda, c'est un petit pays. Alors, les Rwandais regardent au Congo d'en face, il y a de l'espace. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda vient pour arracher les espaces à la RDC. Mais malheureusement, la RDC, en fait, ne prend pas les choses au sérieux. La RDC a tendance à croire que la communauté internationale viendra assurer la sécurité, viendra protéger ces territoires. Non, non et non. Lorsqu'on prend le pouvoir, on prête serment qu'on va assurer ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Lorsque vous échouez sur ce point-là, il faut démissionner. Et depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, en tout cas, si je me trompe, veuillez me recadrer. En tout cas, les forces négatives, donc les rebelles, ne font que gagner du terrain. Aujourd'hui, en tout cas, dans les règnes de Félix Tshisekedi, beaucoup de nos territoires sont occupés par les rebelles. Ça veut dire que nous n'avons plus le contrôle de ces territoires-là. Et même la monnaie, le franc congolais n'est même plus utilisé là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez voir les têtes. Oui, au fin fond de Massissi. Oui. J'y étais avec Vital Kamere. Au fin fond de Massissi, c'est les shillings ougandais qui se consomment. Imaginez, vous allez voir les têtes des nilotiques. Là-bas, partout, chez nous, à Bunagana. Les têtes des bœufs font les entrées sorties vers l'Ouganda. C'est... Tout ça. C'est terrible. Et ce n'est pas normal. Et nous mettons à appeler à l'aide de la communauté internationale, alors que la communauté internationale est derrière les gens qui nous agressent. Organisons-nous à l'intérieur
ben nous on se permet de détourner l'argent destiné à l'organisation de l'armée, à la ration des militaires, alors que les militaires doivent être motivés. Si le militaire n'est pas motivé, soyez rassurés qu'il ne fera rien. Et aujourd'hui, les FARDC, certains militaires sont en train de rejoindre les M23. Vous n'êtes pas au courant, je vous l'apprends. Parce qu'ils ne sont pas payés. Vous savez, un militaire, pour aller au front, il doit avoir sa prime dans la poche. On dit qu'un militaire meurt avec son argent dans la poche. C'est ça le principe chez les militaires. Il sait que sa famille, sa femme à la maison est dans de bonnes conditions, ses enfants vont à l'école, il ne manque pas de quoi manger, il sait que même si je meurs pour mon pays, mais le pays va prendre ma famille en charge. Mais le militaire est là-bas, de temps en temps quand il appelle sa femme lui dit « Papa, moi na babengani bango na classe. Papa, l'obito la kinzala. » Vous pensez qu'un tel monsieur va se sacrifier? Non. Si on lui propose de l'argent pour trahir le pays, il va le faire parce que n'oubliez pas que dans les zones à conflit là-bas, c'est pratiquement le commerce des minéraux là-bas. En réalité, c'est ça. Très bien. Tous ces occidentaux, les blancs, il faut aller là-bas à l'est. Vous allez les voir, ils se promènent là-bas avec des culottes en kaki, avec des poches et des gilets là-bas. Ils sont là. Il y a des avions qui montent et qui descendent, des hélicoptères qui montent et qui descendent là-bas. Là-bas. Ils sont tous concentrés là-bas parce qu'il y a des intérêts. Et si demain le Rwanda annexait les territoires occupés aujourd'hui par les M23, nous allons encore crier au scandale. La communauté internationale. Est-ce qu'on doit considérer cette annonce de Mende comme une observation ou une analyse, ou on doit dire que c'est un ancien rebelle qui a parlé? Écoutez, Mende, premièrement, l'appellation rebelle dérange un peu ces derniers temps. Attention, on va te porter plainte. Ici. Voilà, écoutez, Mende, premièrement, il faut savoir que Mende, c'est un expérimenté dans la politique. Ça, moi, je le reconnais. Mende, c'est quelqu'un qui a traversé les époques. Ça veut dire qu'il a travaillé presque avec tout le monde. Donc, il maîtrise très bien comment fonctionnent, en fait, les politiciens. Et puis, Mende a été de l'autre côté. Comme vous l'avez dit, ça veut dire que Mende connaît comment fonctionnent ces gens-là. Il a été du RCD. Voilà, il a été du RCD. Lorsque Mende vous avertit... C'est un passé qui ne veut plus écouter. Non, il doit reconnaître ça. Non, mais lorsqu'on dit que Roubaix-Roy était du RCD, est-ce que c'est de l'insulte? Non, ce n'est pas de l'insulte. Lorsqu'on dit que Jean-Pierre Bemba était du MLC, alors que les MLC à l'époque avaient occupé la partie orientale et l'Équateur, est-ce que c'est de l'insulte contre contre Jean-Pierre Bemba? Non, c'est pour dire que même lorsqu'il est dit, il est dit en connaissance de cause. On doit prendre au sérieux ce que Mende a dit. Mais malheureusement, l'UDPS, le président Félix Tshisekedi, sont concentrés à autre chose. Ils savent que les élections, c'est pour bientôt, ou soit il n'y aura pas élection. Ils se concentrent à leur survie politique plutôt que aux intérêts de la population. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que moi je dénonce. Parce que lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour travailler pour le bien-être de la population. Yves Bouya, l'insécurité risque d'hypothéquer le processus électoral selon le président de la République. Et pour Denis Kadima, la CENI ne va pas déployer les kits électoraux dans les partis qui sont aujourd'hui en conflit, tant qu'il n'y aura pas rétablissement de la paix. Et pour le député Eliezer Ntamboué, le social et la sécurité des Congolais passent avant les élections. Est-ce que nous sommes en train de planter déjà le décor pour un glissement? Écoutez, je devais d'abord vous répondre en quelques mots. Nous sommes en pleine discussion avec les M23. Ok. Mais c'était quoi la position du gouvernement congolais? On ne va pas négocier avec les M23. Mais nous négocions avec les M23 via l'Angola. Et attendons-nous dans cette discussion une contrepartie. Attendons-nous à une contrepartie. Attendons-nous à une contrepartie. J'apprends que les M23 exigeraient déjà certains postes ministériels. Là-bas à Luanda. Comment ça? Oui, les M23, j'apprends, moi je suis informé. Au nom de quel principe? Non, exigerait déjà notamment la nomination de quelques membres du M23 dans l'armée, dans la police et tout consort. Comme ça a été toujours. Je les mets au conditionnel, il paraîtrait.
ils exigeront aussi les ministères de la Défense. Ils veulent être réintégrés dans l'armée. Pourtant, Mbosso, là-bas, avait pris une décision au Parlement pour dire que les peuples députés... Plus question des brassages. Plus question des brassages. Mais là-bas, à Luanda, s'ils se disent qu'il y a cessé les feux et qu'ils se retirent des localités occupées, attendons-nous à une contrepartie. C'est ça les discussions. Il y aura une contrepartie que nous allons leur céder. C'est ça, parce que nous, on veut qu'ils puissent libérer nos localités occupées. Qu'ils puissent avoir cessé les feux. Mais ils ne vont pas les faire pour rien. Il doit y avoir une contrepartie. C'est là où Macron a dit, les discussions là, c'est la seule alternative crédible. Je ne veux pas vous envoyer à la guerre. Tshisekedi lui-même a dit ça. Il ne veut pas avoir la guerre. Donc, ils sont pour les dialogues, les discussions. C'est comme s'ils vont nous imposer de dialoguer avec les M23. On le fait déjà. Mais pourtant, Mouyaya, qui est encore, Lutondo là, dans les briefings, qu'est-ce que vous disiez? Pas de discussion avec les M23, mais nous sommes en discussion. Et moi, j'apprends comme journaliste informé. Il semblerait, il paraîtrait que les M23 donnent aujourd'hui leur préalable. Ils sont à Luanda depuis le 28 février et ils ont donné des préalables. Vous pensez qu'il y a corrélation entre ce qui est avancé par le M23 et le discours du chef de l'État qui nous sommes dans un schéma de dialogue. Nous sommes dans un schéma de dialogue. Dans un dialogue, il y a des concessions qui se font de part et d'autre. Ok. C'est ça un dialogue. On ne gagne pas. Le M23 a imposé ses tempos. Comme on voit visa, Tamboli, Ketina Luanda. Et tous ceux qui ont légitimé l'Angola et tout, ils ont les visas. Mais attendons-nous, c'est ça la réflexion, c'est ça ma réflexion, à une contrepartie. Et j'apprends, ils se disent déjà, l'intégration dans l'armée, dans la police, dans les gouvernements, ils exigeraient. Les ministères de la Défense, ils exigeraient, mais aux conditions, je ne confirme pas. C'est ça les discussions. Ils veulent être intégrés dans la police, dans l'armée. On va voir si la loi Mbosso, les décisions des députés vont primer. Voilà, nous partons. Voilà, nous partons. Ils ont imposé un tempo et on doit s'attendre à une contrepartie. Ce que le président de la République a dit, Kagame l'avait déjà dit. Que la sécurité poserait des non-problèmes au processus électoral. Kagame l'avait déjà dit. Et quand le président l'a dit, c'est la deuxième fois que le président l'a dit, il avait dit à Genève. Il a repris ici. Il a repris ici. Nous sommes dans un schéma. Et Kadima a emboîté aussi son pas. Je vous dis, nous sommes dans un schéma, il y a glissement. Les élections deviennent très hypothétiques en 2023. Pendant cette année, regardez les contestations qu'il y a de part et d'autre. Mon ami a parlé des kits électoraux entre les mains des gens de l'Union sacrée. Nous avons des gens qui s'enrôlent chez eux, chez ceux qui oncle John, qui apporte les kits électoraux chez lui, il fait enrôler les gens. Nous avons les gens de l'Union sacrée ici, qui se promènent avec des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs s'achètent. Katumbi dénonce, Fayou dénonce, Mukwege dénonce, l'église catholique dénonce. Comment est-ce qu'on peut aller dans des élections dans cet appareil climat? Et ça, c'était déjà préparé en amont. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un bilan. Il faut maintenant partir avec tout le monde. Manger avec tout le monde. Pour dire que je n'ai pas géré seul. On doit tous partager un bilan. Mais les opposants ont dit non. Katumbi a dit niet. Il faut avoir les élections en 2023. Au cas contraire, démissionner. Fayulu, 2023. Matata, 2023. Mukwege, 2023. Si on n'a pas des élections en 2023, mais on fait les bis répétita. Que les présidents ou les présidents de la République disaient ceux qui élections Kabila ça l'a pété. Et là, il y a une solution. J'ai vu Fayulu dire, si on n'a pas l'élection en 2023, qu'on ait une transition, tu sais qu'il dit. Ensemble pour la République dit, s'il n'y a pas d'élection, que Félix Tshisekedi puisse rendre l'établier. Il puisse rendre l'établier. On ne peut pas nous imposer dans un marasme de gestion de la République. Vous échouez en termes de gestion du pays. Et vous voulez maintenant qu'on puisse vous donner des béquilles. Non. C'est là où on dit, on veut des élections en 2023. Il y aura une mission d'observation ici qui va certifier les élections. Les délais qu'on doit les respecter. On ne peut pas avoir un schéma à la Chadar ici. Les présidents de la République restent jusqu'à... Non. Ça, on ne veut pas. C'est du mauvais copier-coller. On revient encore sur On ne veut pas se copier-coller.
on veut avoir des élections en 2023. bien. Donc, le président de la République donne déjà un schéma. Le président de la République, c'est qu'il a dit, nous prépare déjà. Non, et puis, j'ai suivi le président de la République. J'ai scripté les propos du président de la République. Des fonds en comble. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on puisse stopper ou quoi ces processus? Il y a des places où il y a un déplacement massif des compatriotes. Et là, si on ne peut pas faire l'enrôlement là-bas, sans qu'ils soient là. Et puis, on ne peut pas extirper, élaguer, refuser ces Congolais de s'enrôler. Ils doivent s'enrôler. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On stoppe ou on continue. Donc, tu voyez comment est-ce que donc, ça signifie clairement que les élections sont hypothétiques en 2023. Très hypothétiques. Et ça, je pense que Kadima les savait. Kadima les savait. Mais il les savait mais, comment? mais écoute. Il n'est pas dans la politique. Non, je pense qu'il les savait. Parce que les méthodes ici, les modes opérandis, il y a ma carte d'électeur ici. Pour le processus d'enrôlement. Mais mon frère, même du temps de Denis Kadima, c'était pas comme ça. De Nanga. Rendez-vous dans les centres d'enrôlement. Il n'y a pas de groupe électrogène. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas. Les kits là, les batteries n'ont pas d'autonomie. Il y a des pannes récurrentes des machines. Des pannes récurrentes. Tout est monnayé. Donc tout ce que nous avions vu lors des premières aires opérationnelles, c'est ce qu'on voit au niveau des deuxièmes aires opérationnelles. Alors ça, c'est préparer les lits de la tricherie. Alors cela on dit, on ne veut pas aujourd'hui nous donner un prétexte fallacieux pour dire, vous voyez, l'insécurité là-bas, faites un choix entre les élections et la paix. Maintenant pour chuter, est-ce que M. Eliezer Tamboué, je l'ai vu dans un tweet là, écrit avec un français approximatif. Moi j'ai vu son tweet. C'était un ancien journaliste. Mais non, mais écoutez, non, c'était des animateurs. C'était des animateurs. Un journaliste est journaliste. Il sort de l'IFASIC, il te parle français, il sait écrire français. Il sait s'exprimer. Mais les tweets que j'ai vus d'Eliezer Tamboula, c'est un tweet avec un français approximatif. Alors, qu'on puisse faire un comeback de ce qu'il disait de Kabila hier. Quand Kabila nous disait hier, Eliezer Tamboué, Yoka Sony, soit c'est ridicule de ta part. C'est le même raisonnement qui était avancé aussi à l'époque. Non, lui Eliezer Tamboué a fait son émission Tokomi Wapi. Qu'on lui ramène ces anciennes vidéos là. Quand il nous recevait des gens, les opposants qui venaient dire là, s'il n'y a pas d'élection, tout ça. Lui était contre le glissement de Kabila. Lui, Eliezer Tamboué. Il était anti-glissement. Allez poser la question à Daniel Safou. À l'époque, il n'était pas encore dans la politique. Allez poser la question à Moukebaï. Là, il est dans la politique et il voit la société autrement. C'est parce qu'il est dans l'opulence. C'est le beefsteak. Il est dans l'opulence. Maintenant, il veut avoir une rallonge pour se maintenir dans l'opulence. Pour se maintenir, d'où voit ce discours-là? Entre la paix, les sociales, les bilans, il faut faire un choix entre ça et les élections. Non, les élections, monsieur Eliezer Tamboué, sont constitutionnelles. Autant que vous aviez combattu Kabila. Très bien. Pour avoir des élections en 2016-2018, autant que nous allons vous exiger, député monsieur Eliezer Tamboué, des élections en 2023. Si vous avez peur de revenir, partez même vous faire voter à Kabila. Il faut faire le choix entre la sécurité et les sociales. Il a peur, il sait qu'il n'aura plus ses sièges. Et les Tamboué n'aura plus ses sièges. C'est pour ça qu'on faites les choix. C'est un député qui travaille bien, qui propose des lois, qui a fait déjà même, qui a fait voter même déjà. C'est quelle loi proposée? La loi sur les sages-femmes, c'est comment? Les sages-femmes. Oui. Écoutez. C'est le député que vous voyez. C'est un député. Hein? Il s'est battu pour une loi qui a été votée. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux se font enrôler chez eux. Beaucoup d'entre eux se font enrôler en catimini. Ils ne peuvent plus voir la population en face. Les gens comme Eliezer Tamboué. D'où son tweet monstrueux. Un tweet qui ne reflète même pas l'image de sa lutte. Moi, je vais faire l'archiviste comme parti local. Je vais chercher ses anciennes vidéos. Comment il se combattait Kabila. Pour les lui opposer. Pour dire c'est quoi la différence. Là, tu étais pas député.
comme tu es député, tu veux rester, il faut que l'UDPS, tu les joues le tigre là. Et ça, on va exiger les élections en 2023. S'il peut dans ces sièges, qu'il peut ces sièges-là, qu'ils soient remplacés par des Congolais qui méritent ces sièges-là. Vous savez, Hervé, beaucoup de députés ne vont pas revenir ou ne vont plus revenir. Ils le savent. Ils le savent, voilà pourquoi ils cherchent à gagner du temps, parce qu'ils savent que s'il y a glissement et que, entre guillemets, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Ils se maintiennent. Et aussi, ils se maintiennent. Dans les mêmes conforts de 21 000 $. Dans les mêmes conforts, ils vont continuer à bouffer de l'argent. Ils ont des jours ils prennent des lunettes, des costumes. Ils vont ramer des glaces aux États-Unis. Je l'ai vu des aux États-Unis là-bas. En train de ramer des glaces. T'as la neige, t'as la neige, t'as la neige. Vous savez, c'est très... Ça, un député, t'as la neige, t'as la neige. Vous savez, et même il y a quelqu'un qui a dit que tous ces députés-là qui vont s'enrôler dans leur village, vous verrez qu'ils n'ont même pas construit des maisons dans leur village. Ils n'ont même pas de maisons là-bas. Il a dit que tous ces députés-là devraient s'enrôler là où ils ont construit. Et pour la plupart, on construit ici. Hein. Il faut aller à Kinshasa, à ma campagne. Certains achètent des immeubles ici à Lingwala, ils achètent des terrains. Alors, élection hypothétique, moi je pense qu'il y a une jurisprudence sur cette question. En 2018, il y a quelques territoires du pays qui n'ont pas voté. Est-ce qu'on doit revenir sur ces mêmes schémas ou vous pensez que cette fois on doit paralyser les processus électoraux? Le VPM de l'Intérieur et le Premier ministre nous ont garanti que le gouvernement allait mettre les moyens en jeu pour sécuriser le processus. Ça veut dire que dans les zones à conflit, l'armée et la police est là. Mais si le président déclare attendez, moi je fais confiance à Samalukonde, je fais confiance à Selo. Qu'il nous sécurise ou qu'il sécurise les agents de la CENI dans des milieux à conflit. Tout le monde doit s'enrôler. Et nous devons avoir les élections dans le délai. S'il n'y a pas élection dans les délais, le président de la République doit rendre les tabliers. Comme un peu a dit Martin Fayulu, il faut une transition sans le président de la République. Comme ça, quelqu'un d'autre va organiser les élections. Si lui aussi sera candidat, il postule. S'il gagne les élections, nous applaudissons. S'il perd les élections, il fait comme Kabila l'a fait, avec élégance, ils font la remise-reprise et tout se poursuit normalement. Parce que le pays n'appartient pas à Hervé Itoma. Le pays n'appartient pas à Yves Bouya. Le pays n'appartient pas à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Le pays nous appartient à nous tous. Et nous avons opté pour un régime démocratique. Et dans la démocratie, le pouvoir, c'est par voie des élections. Il faut se rassurer que ces élections soient crédibles et transparentes. Mais vous allez voir que Denis Kadima, en fait, c'est comme s'il fait tout pour énerver la population. Il fait tout pour énerver la population. Il a fait quoi? Non mais écoutez, avec ce que nous voyons, j'ai même vu les gens s'enrôler sous les arbres. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les gens s'enrôler sous les arbres. Au fin fond du pays là-bas, on a vu Oncle Sam, si c'est Oncle John, en train d'enrôler les gens chez lui, à la maison. Les images existent. On a vu les députés avec les cartes des électeurs, avec les fiches d'identification, en train de circuler avec, il y a eu des morts. Et tout ça, ce qui me fait mal, c'est de voir Denis Kadima minimiser cela. Est-ce que vous avez suivi? Non, il n'a pas minimisé. Il a dit qu'il avait déployé son équipe sur terrain. Et après vérification, son équipe s'est rendue compte qu'il n'y avait pratiquement rien. Non, mais c'est moquer des Congolais, justement. C'est moquer des Congolais. Et ce que nous, on a vu à travers les images, c'était quoi? Donc, nous sommes devenus aveugles. Ce qu'on a vu chez Oncle John, là. Sur cette question, il ne s'est pas encore prononcé. Non, mais écoutez, il va prononcer le même discours. Il va dire qu'il n'était pas au courant et que ce ne sont pas les matériels de la CENI. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire alors que nous avons nos deux yeux, nous voyons tout ce qui se passe. Et pire encore,
l'opposition est en train de dénoncer et les images existent. J'ai vu Olivier Kamitatou dénoncer. Olivier Kamitatou a cité même, il a insisté sur le fait qu'il y a quelqu'un qui arrôle les gens chez lui à la maison. Il y a les cartes d'électeurs auprès des députés. Olivier Kamitatou l'a dit, Martin Fayoulou l'a dit, tout le monde l'a dit. Et vous pensez que ces gens-là vont accepter les résultats? Vous pensez que ces gens-là vont accepter les résultats? Donc c'est comme s'ils sont dans le schéma du chaos. Ils sont dans le schéma de créer un soulèvement. Ça sert à quoi d'aller participer aux élections qui sont déjà contestées avant même sa tenue? Non, écoutez, les dénonciations servent à améliorer. Ça veut dire qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. On peut améliorer. Nous avons encore, si je ne me trompe pas, encore 7 mois. Encore 7 mois. En 7 mois, Denis Kadima s'est dit être expert. Il nous a dit qu'il a organisé les élections. Il a observé en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays et même dans les pays occidentaux. Il nous a produit des cartes très modernes. Ça, c'est vous qui le dites. C'est lui qui l'avait dit. Écoutez, il s'est dit expert. Il doit nous démontrer en quoi il est expert. Parce que moi, en tout cas, je commence à douter de l'expertise de Denis Kadima. Avec tout ce qui se passe. Écoutez, mais c'est la catastrophe. Est-ce que on nous pompe des chiffres alors que sur le terrain, il y a une autre réalité. 25 millions de personnes déjà enrôlées sur les 49 millions 25 attendus. millions. Écoutez, il ne faut pas se moquer des Congolais. Nous voyons des centres où il n'y a même pas de groupe. Dans des centres où il n'y a qu'une seule machine. Et cette machine-là fonctionne avec beaucoup de difficultés, tombe en panne à tout moment. Comment est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont réussi à avoir plus de 51%. À l'Est, là-bas, ils n'ont pas encore procédé à l'enrôlement normalement parce qu'eux-mêmes nous parlent de la sécurité. Il y a des coins où ils ont commencé, mais ils ont arrêté. À Kinshasa, on a enrôlé 6 millions alors qu'on attendait 5 millions. Alors qu'on attendait 5 millions. Non, mais après, ils vont nous dire que voilà, Kinshasa n'est pas la RDC et que Kinshasa ne représente presque rien. Ça, c'est grave. Sur les 25 millions, lorsque un territoire, une province a déjà 6 millions, donc on suppose que c'est une province et qu'il faut compter sur elle pour nous donner un président de la République. Très bien. Yves Bouya, Matata Pogno, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et même Kinki Moulumba qui est au sein de l'Union sacrée, tous décrivent la fraude électorale en gestation. Est-ce que ce n'est pas un chaos qui se prépare déjà? C'est un chaos, c'est un schéma du glissement. C'est fait à dessein. C'est pas le chaos. Il faut justifier, c'est des velléités. Il faut justifier ces glissements. Et la donne, c'est les processus électoraux. La donne, c'est la sécurité. C'est pas le chaos, c'est fait à dessein. C'est parce qu'on ne peut pas dire que là, il faut un glissement. Non. C'est fait à dessein. C'est pour dire que non, voilà, il y a instabilité. On peut, si tous les matins, on voit les M23 nous prendre Bukavu. Et vous dire, bon, Bukavu menacé, Goma menacé, faites le choix. Il s'est retiré déjà, c'est mardi 7 mars. Ça serait un dilemme. Ça serait un dilemme entre acteurs politiques. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut les élections, la paix. C'est des alibis utilisés pour justifier les glissements. Et ça a été préparé, étudié en amont. Parce qu'on n'a pas un bilan propre qui garantisse un second mandat. On n'a pas ce bilan qui garantit un second mandat. Il faut maintenant aller avec tout le monde, manger avec tout le monde, boire avec tout le monde, être dans la jouissance avec tout le monde. Et puis à la fin, on dira que nous avons tous géré. Acheter des chaussures, montres à cuir avec tout le monde. Des chaussures à cuir, des montres Rolex avec tout le monde, des gosses cylindres avec tout le monde. Prendre des jets comme tout, avec tout le monde. Et c'est ça maintenant, il faut maintenant justifier ça. Et il faut aller ensemble pour dire que je n'ai pas bouffé seul. Mais c'est un faux calcul. Kabila avait composé avec Bemba, Gizenga, avec Bemba 2006. Mais Bemba Lubaka, non, il doit porter sur lui-même sa propre croix.
C'était pas moi le président. Ouais. Kabila, c'était pas même Bemba pour la croix. C'était Kabila qui était revenu chez les peuples en 2011. Bemba dit non. C'est Kabila. Pas moi. Pas moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ça, c'était 2006. On va terminer Vous l'émission. comprenez? Hein? Vous voyez, 2011, il compose avec les Palous, avec d'autres forces d'appui et tout, qu'on soit d'autres forces politiques. Mais qu'est-ce que ces forces politiques avaient dit en 2011? Même les Palous, qui avaient été bonifiés, je pense, d'un poste de Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils avaient dit après? Non. Kabila lui-même doit répondre de ses actes. C'est pas nous. C'est Kabila qui est président de la République. C'est pas nous. Et en 2023, même si tu sais qu'il est composé, même dans cette perspective, dans ces schémas d'englissement, les Fayoulou venaient, les Mouzito, les Bemba, les Katumbi, non. Il y a un cas jurisprudentiel. Oh non. Monsieur Tshisekedi, vous répondrez de vos actes, de votre bilan devant les peuples. On a terminé l'émission. Même si vous composez avec les autres, ils vont dire non, vous répondrez. Mais, en grosso modo, Katumbi, Bemba, Katumbi, Mouzito, Fayoulou, beaucoup tant d'autres, les Kabound, les Sessanga, les Mukwege, les Matata, ne sont pas prêts de vouloir soit cautionner cette forfaiture électorale, aller vers un glissement pour vouloir élargir la jouissance. Très bien, on va terminer l'émission en 1 minute. Yves Bouya, la relation entre l'Église et les pouvoirs en place continue de se détériorer. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui est monté au créneau contre la violation du droit canonique. On a nommé le maire de Likasi, c'était un prêtre qui doit d'abord bénéficier de l'accord écrit de son responsable pour briguer ses postes, mais malheureusement, selon l'archevêque, le prêtre n'exerce plus normalement sa mission sacerdotale. Et là, c'est les pouvoirs en place qui décident de nommer en violation du droit canon. L'Église, ce qui se passe entre l'Église et les pouvoirs, il faut comprendre que c'est des signes de la fin. Quand un régime va en guerre avec l'Église, on a tenté même d'opérer un enlèvement. Ce n'est pas bon. Les kabbalistes ont fait ça. L'église catholique, c'est une puissance. C'est très implanté. Dans les pays. Dans l'arrière-fond de l'église catholique. Même les enseignants. Ils sont payés par des structures de l'église catholique. Caritas, par exemple. Où il n'y a pas de banques. Il ne faut pas blâmer cette église-là. Et vous êtes en confrontation avec les papas épiscopaux. Vous êtes adulé, vous voulez prêter votre oreille chez les Mukuna, chez les autres Binzambi. Maintenant, au-delà de l'église, vous êtes aussi en confrontation avec l'église kimbanguiste, dont le chef spirituel a été ridiculisé sur Bichingobila. Parce qu'il fallait les présenter avec une carte de lecteur et non les passeports. Mais là, j'ai même vu ce document de la DGM qui disait que s'il faut voyager maintenant vers Brazzaville, traverser, il faut se munir d'un passeport. Ça, on n'a pas vu. Donc, moi, tout ça, quand je mets ça dans une marmite, quand je gonfle la marmite, je comprends que c'est des signes de la fin. Relation, église et pouvoir en place, rien ne marche apparemment. Il a dit, ce sont les signes de la fin, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, lorsque quelqu'un sait qu'il est en train de mourir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez voir qu'il est devenu méchant. Il cherche des problèmes avec tout le monde, il cherche à énerver tout le monde, à vous pousser à les haïr. C'est ce qui se passe avec ce pouvoir. Très bien. Ils savent qu'ils sont à la fin. Alors, puisqu'ils sont à la fin, ils font tout pour que la population le déteste. Et moi, ça me fait mal, hein, parce que même, il faut voir tout ce qui se passe. J'ai vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, un bourgmestre avec le drapeau de l'UDPS. Bourgmestre de Kalam. En train de prêcher le tribalisme. Biso baluba toza na pouvoir te mais tobotama na pouvoir. Toko diriger bango pendant ce qui s'entend. Il n'est pas inquiété. Pourtant, il y a un jeune humoriste qui copie dans les géos. Parce qu'il a fait l'apologie du tribalisme, du déploiement de mesures. Très bien, l'émission est terminée. Merveille Bayelengue, merci de votre passage. Je rappelle que vous êtes DG d'InfoVrai.net, mais aussi du groupe Senior Communication.
Très bien, merci Bien. beaucoup. Yves Hervé. Bouya, grand merci à vous aussi. Merci, de merci. CNews, Merci. l'homme des toilettage technique. Merci. Toujours ouvert à vos émissions. Merci beaucoup. Merci. Cette émission est terminée. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro des Perfect Press. Au revoir.